Un joueur de handball a gâché une pré-saison complète à cause de ses erreurs. Et le pire, c'est qu'il croyait bien faire. Ce joueur m'a contacté l'année dernière après un début de saison complètement catastrophique, malgré une bonne pré-saison pour lui. Et tous les joueurs de hand qui se respectent le savent, la pré-saison est une période cruciale. Mais souvent, ils finissent soit fatigués, soit blessés, soit exactement au même niveau qu'avant le début de la pré-saison. Et quand le joueur m'a expliqué ce qu'il avait fait, j'ai assez vite compris et identifié des erreurs récurrentes et qui ne pardonnent pas. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 pires erreurs que tu dois absolument éviter si tu veux vraiment progresser cet été. Tu le sais, la pré-saison, c'est une période cruciale parce que tu as plus de temps et comme tu te dis que tu as plus de temps, forcément, tu te dis je vais rajouter plus de séances. Et ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi, mais il y en a qui ont tendance à rajouter beaucoup trop de séances. C'est-à-dire que si tu avais l'habitude d'en faire 2 et que tu passes à 5, c'est quand même assez compliqué. C'est-à-dire que tu n'as pas l'habitude de faire autant, en tout cas en musculation. Donc par exemple, si tu faisais 2, ce que je te conseille, c'est de monter à 3, d'inclure petit à petit une 4e séance et pourquoi pas peut-être vers la fin une 5e si vraiment tu sens que c'est possible. Et dans tous les cas, en fait, quand tu vas faire tes 5 séances, ça ne sera pas 5 séances à fond, ce ne sera pas 5 séances avec une intensité maximale. Il va falloir que tu joues quand même sur les intensités entre tes 5 séances. Et l'autre point, c'est que c'est assez traître cette période parce que tu as moins, tu penses que tu as plus de repos, mais au final, tu vas te donner moins de repos parce que justement, tu vas faire plus de séances et en plus, ça va être la période d'été où tu vas peut-être sortir un petit peu plus, tu vas peut-être te coucher un peu plus tard, tu vas peut-être faire un peu plus la fête, je sais pas, tu vois, toutes ces choses-là qui font que du coup, tu penses avoir plus de repos, donc c'est pour ça que tu te mets plus de séances et au final, en fait, tu te retrouves avec le même repos que quand tu es en saison ou voire un repos pire que quand tu es en saison. Donc, c'est une période importante, mais qui peut aussi te faire vraiment du mal et te mettre arriver à la saison suivante encore pire qu'avant parce que justement, tu en auras fait tellement trop que tu vas arriver au début de la saison totalement fatigué. Même si ce que tu auras fait, ça n'aura pas été inutile, mais par contre, ça risque de ne pas être forcément bénéfique pour ton début de saison. Donc, on va maintenant voir les 5 erreurs qui sont pour moi les plus récurrentes qu'il va vraiment falloir essayer d'éviter. Et donc la première, elle suit ce que je viens de te dire, c'est que tu vas vouloir très certainement en faire beaucoup trop. Mais en faire plus, c'est pas forcément en faire mieux. Parce que ce qui compte, c'est vraiment les adaptations que tu vas venir créer. Et pour créer des adaptations, il faut du temps. Il faut laisser à son corps du temps. Et ça ne vient pas en mettant énormément de choses d'un coup. Parce qu'en fait, plus tu mets de volume, c'est-à-dire plus tu fais de choses d'un coup, moins tu as de chances d'avoir des adaptations assez précises. C'est-à-dire que tu vas faire de tout et de rien en même temps. C'est pour ça qu'on dit que c'est quand même compliqué d'être un athlète ou quoi que tu veux assez complet parce qu'en fait, on ne peut jamais être ultra spécifique à quelque chose si on fait de tout le temps en trop grande quantité. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que tu fasses les choses de manière progressive, que tu mettes aussi des objectifs, que tu choisisses en priorité ce que tu vas vouloir bosser pour justement avoir un vrai résultat sur ce point-là et après passer sur d'autres objectifs peut-être. Mais moi, j'aimerais te parler d'une notion qui s'appelle le momentum. Et en fait, le principe du momentum, c'est donc de se créer une progression qui va vraiment t'amener à atteindre un pic sans l'atteindre trop vite. Et ce pic, généralement, c'est après une phase de stagnation où tu vas stagner. Et donc, le momentum, c'est de créer, tu vois, une inertie au fil du temps pour que tu progresses de plus en plus et petit à petit. Donc, pour mettre en place ce momentum, ce que je te conseille de faire, c'est en fait de démarrer plutôt petit bras. En gros, on ne va pas vouloir démarrer sur des grosses charges, des gros volumes, des grosses intensités, mais plutôt sur des choses qu'on arrive à faire assez facilement et qu'on va intensifier petit à petit. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux démarrer par des choses assez simples où tu te sens en confiance, où tu arrives à augmenter ton poids par exemple sur une barre chaque semaine, plutôt que démarrer avec un poids très proche de ton max, de garder ce poids assez proche et d'essayer de l'augmenter un petit peu et d'atteindre un plateau en 3-4 semaines. Là, le momentum, ça va te permettre d'enchaîner plusieurs mois en étant dans une phase qui ne sera pas de stagnation, mais une phase de progression, même si tu te dis
je démarre petit, ça va me donner aucun résultat. Bah si, parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut éviter absolument en préparation physique, c'est ces phases de stagnation où tu ne sais plus trop quoi faire pour relancer la machine, parce que généralement, tu vas te dire, bah, je vais baisser l'intensité, mais du coup, tu vas devoir trop baisser l'intensité et tu vas ne plus assez donner d'adaptation. Tu vas vouloir augmenter encore le volume, sauf qu'en fait, ton volume, bah, il est déjà énorme, donc bah, tu ne peux pas rajouter plus de volume parce que ça serait encore pire. Donc en fait, quand tu atteins des plateaux, c'est des moments assez compliqués où tu ne sais plus trop ce que tu dois faire. Donc nous, on veut absolument éviter ces plateaux qui vont nous faire stagner, et donc on va se retrouver en début de saison où on n'aura pas progressé et où même on risque de régresser. Donc on veut éviter cette stagnation, on veut éviter la fatigue nerveuse, une trop grosse fatigue musculaire, etc. pour arriver en forme au début de la nouvelle saison. Et pour ça, je te conseille donc de faire des blocs progressifs, de par exemple démarrer sur 2-3 semaines qu'on dirait d'accumulation, d'adaptation, où en gros, tu vas peut-être refaire des choses assez simples. Je sais pas, je pense à la pliométrie par exemple, tu vois, au lieu de faire des gros sauts en pliométrie, saut de haie, box jump, drop jump, etc., bah, tu vas peut-être recommencer par des réceptions. Tu vois, tu te laisses tomber d'une box et tu apprends à te réceptionner. Toutes ces petites choses-là qui vont pas faire de mal à être réapprises. En tout cas, il y a énormément de joueurs qui de base devraient faire ça parce qu'ils ne maîtrisent pas à fond. Donc, c'est quelque chose qui ne te fera vraiment pas de mal, même si tu es plutôt avancé, de redémarrer par des choses assez simples pour après revenir sur des choses plus compliquées. Donc, pense à ça, bloc progressif. Je sais pas, on a à peu près 12 semaines, on a à peu près 3 mois avant la reprise. Si on dit juin, juillet, août, et que la reprise, bon, souvent la reprise pour certains est début août, mi-août, mais bon, si on peut même mettre mai, même si on a bien entamé mai, en tout cas, tu as à peu près 8 à 12 semaines où tu peux vraiment mettre en place quelque chose de très progressif. On va donc maintenant passer à l'erreur numéro 2, qui est de vouloir faire que de la musculation générale. En fait, si tu penses que aller à la salle, c'est faire de la prépa, tu fais une erreur. Parce qu'aller à la salle, c'est juste aller faire des exercices qui ne sont pas forcément appropriés à la préparation physique. Il faut que tu saches que le handball, comme je le dis souvent, c'est avant tout un sport multi-qualité, avec des qualités variées. C'est-à-dire que tu dois être fort, tu dois être puissant, tu dois être explosif, tu dois être endurant, tu dois savoir faire plein de choses. Et tu ne dois pas juste être quelqu'un de costaud. C'est bien d'être costaud, tu vois, mais si tu es costaud et que derrière, tu n'as aucune qualité réellement physique qui te permettent d'être bon au hand, bah, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc la muscu, ce n'est pas juste faire un body split par exemple. Body split, c'est quand tu vas faire une séance pec bras, une séance dos, une séance jambes, une séance épaules. Tu vois, tu sais, quand tu divises en gros tes séances de muscu par un groupe musculaire. Nous, au hand, en préparation physique pour le hand ou même pour tous les autres sports, on veut penser un petit peu différemment. On va penser en pattern de mouvement. En gros, on veut entraîner tous nos patterns de mouvement. Les patterns, ça va être la poussée horizontale, la poussée verticale, le tirage vertical, tirage horizontal, squat, mouvement de hanche, etc. Ça va être tout ça, nos patterns de mouvement. Et donc, on ne va pas réfléchir en mode là, on veut travailler les pecs, là, on veut travailler ça, etc. Donc, il faut vraiment que tu te dises qu'est-ce que j'ai besoin pour être meilleur au hand. Si, évidemment, tu es hyper fin, tu manques de masse musculaire, tu vas pouvoir bosser ta masse musculaire. Mais très souvent, ce n'est pas le plus gros problème chez les joueurs. Il manque surtout de force maximale, il manque de vitesse, tu vois, toutes ces choses-là qui font de toi un athlète plus complet. Parce qu'en fait, si tu manques de vitesse, tu manques de puissance. Si tu manques de force maximale, tu manques de puissance. Si tu manques de puissance, tu manques d'explosivité. Donc, c'est vraiment toute une chaîne qui fait que si tu ne bosses pas tout, tu vas forcément à un moment galérer au niveau du hand sur tes qualités physiques. Donc, il faut vraiment que tu penses à « je dois entraîner des qualités ». Donc, on va partir du principe que tu manques, par exemple, de masse musculaire. Ok, tu vas faire de l'hypertrophie, c'est-à-dire que tu vas faire des séances où le but, c'est d'augmenter ta masse musculaire. Mais à côté, il faudra que tu penses à mettre un petit peu de force, un petit peu de plio, un petit peu de vitesse. Peut-être pas forcément tout d'un coup dans un même cycle. Mais comme je te disais tout à l'heure, tu vois, quand tu vas faire tes blocs, et bien peut-être qu'on va démarrer par un bloc plus renforcement musculaire avec force maximale.
et un petit peu de vitesse, je sais pas. Puis le mois d'après, on va focus un petit peu plus vitesse en incluant un petit peu de plio. Et petit à petit, bah voilà, tu vas intégrer des choses de plus en plus dynamiques et qui, plus on va s'approcher de la reprise, plus ça va être intéressant, voilà, de remettre des choses de dynamique. Donc, il ne faut pas penser à je vais à la salle, je fais mon 4x12 répétitions pour mes pecs, puis le lendemain, je fais mon 4x12 pour mon dos. Il faut vraiment que tu penses à je veux entraîner des qualités physiques et les qualités physiques, ça s'entraîne autrement que juste de faire de la musculation générale. Et si pour toi, c'est encore un petit peu flou tout ça et que tu veux éviter de tomber dans ce genre de piège cet été et faire toutes ces erreurs, et surtout si tu as envie de savoir ce qu'il faut vraiment faire pour exploser ton niveau sur le terrain à la reprise, j'ai tourné une vidéo spéciale dans laquelle je partage les 5 secrets qui m'ont permis à moi et à beaucoup de joueurs que j'accompagne de passer un vrai cap. Et cette vidéo, tu peux la trouver dessous en description, c'est le premier lien. Je te conseille de la regarder parce qu'elle va sûrement t'éclairer sur ce qui te manque aujourd'hui. Pour en revenir à notre troisième erreur, ça va être de négliger la récupération et j'ai envie de te dire tout ce qui va être en gros prendre soin de son corps. Là, ça va être la période d'été. Tu te dis que tu as des fois un petit peu plus de temps parce que justement plus d'entraînement, plus de matchs. Tu vas pouvoir te reposer un petit peu plus facilement, sauf que c'est très souvent une erreur. Parce que tu le sais, comme je te l'ai dit aussi en introduction, c'est la période où tu vas sûrement partir en vacances, c'est la période où tu vas avoir tendance à te coucher plus tard, c'est la période où tu vas avoir tendance à manger peut-être un petit peu moins bien, boire un petit peu plus d'alcool, les after-work, tout ça, on connaît. Donc, ce n'est pas vraiment la période où tu optimises le mieux ta récupération très généralement, bien que tu as plus de temps en théorie. Donc, il va falloir que tu te concentres sur ça. Parce que si tu veux durer, ça va être absolument essentiel. Si tu veux que ta prépa d'été se passe bien, il va falloir te reposer pour pouvoir avoir les adaptations comme on en parlait. Parce que si tu ne fais pas ça, tu risques d'avoir des petites douleurs, des petites blessures, tu risques de régresser, tu vois. Tout ce qui fait que, par exemple, le joueur que j'accompagnais et qui récupérait mal, il est arrivé à la fin de la pré-saison, en début de saison, où justement, il s'était entraîné, etc. Mais il a négligé sa récupération. Et du coup, il est arrivé avec des petites blessures. Il se sentait encore moins bon qu'avant le début de la pré-saison. Et ça ruine totalement ta préparation physique de l'été. Donc, il faut que tu te concentres sur ton sommeil, ta nutrition, tout ce qui peut être aussi routine de mobilité, d'étirement, etc. Donc voilà, sommeil, essaye d'avoir tes 8 heures de sommeil à peu près. Nutrition, essaye de bien manger tes protéines, glucides, lipides, etc. Surtout protéines pour essayer de garder une bonne masse musculaire. Et mobilité, par exemple, tu vois, tu peux venir faire des petites routines de mobilité au réveil, de temps en temps, quand on a envie, quoi. Mais essaye de mettre en place des choses qui vont te permettre de bien récupérer et de ne pas te laisser emporter par tout ce qui arrive l'été. Voilà, tout ce qui va être boire, manger un petit peu trop, etc. Donc pense vraiment à toutes ces choses et ne néglige surtout pas ta récupération. On va passer maintenant à l'erreur numéro 4 qui est de vouloir faire comme tout le monde ou recopier les autres. Si tout le monde fait quelque chose, c'est forcément que ça marche. Alors, si c'était si simple, ça serait génial, on ferait tous la même chose et tout le monde serait hyper bon dans son domaine. Mais il faut savoir que tu es unique. Tu n'as pas de personne qui te ressemble. Pour te donner un exemple, par exemple, j'ai dernièrement 2 joueurs qui voulaient améliorer leur explosivité. Je ne vais pas faire la même chose avec les deux, bien qu'ils ont le même objectif. Pour une première raison, c'est qu'il y en a un qui n'a jamais vraiment fait de musculation. Donc lui qui veut bosser son explosivité, peut-être qu'on va on va démarrer par du travail de force max, etc. Alors que l'autre qui a plus l'habitude, qui a déjà une bonne base de force max, etc. Là, on va pouvoir l'envoyer sur de la plio un petit peu plus intense, etc. Donc pour un même objectif déjà, tu ne dois pas faire forcément la même chose en fonction du niveau que tu as, par exemple, en préparation physique. Tu as aussi le joueur qui va avoir mal à l'épaule et l'autre qui va avoir mal au genou. Donc, ça peut changer certaines choses sur certains objectifs. Tu vas avoir quoi? Tu vas avoir le gars
qui a des enfants et qui peut faire tant de séances et l'autre qui n'a pas d'enfants et qui peut faire plus de séances. Tu vas avoir celui qui a un boulot déjà très compliqué, très fatigant et donc tu ne pourras pas envoyer sur la même intensité que celui qui a un boulot vraiment chill. Donc, c'est vraiment des choses qui sont hyper importantes à prendre en compte et que si tu ne prends pas en compte et que tu recopies juste des programmes gratuits, le programme de ton pote, tout ce que tu veux, eh ben, tu risques de ne pas avoir les résultats que tu souhaiterais et les mêmes résultats que la personne en question. Donc, si tu veux éviter de stagner parce que justement, tu fais des choses qui ne te correspondent pas, je te conseille de vraiment avoir un programme adapté à toi. Et ça ne veut pas forcément dire d'avoir un programme 100% adapté en mode c'est sûr que tu dois prendre un accompagnement ou quoi que ce soit. Ça peut être en fait un programme généraliste, on va dire, qui traite les grandes lignes, mais qui t'explique comment essayer de l'adapter à toi à minima et à tes particularités. Si tu as un programme générique qui ne t'explique pas à minima comment faire ça, c'est encore une fois un risque à prendre parce que tu risques de ne pas pouvoir l'adapter à ta situation et du coup, tu vas te retrouver avec les résultats, des résultats qui ne sont pas assez importants et tu auras perdu un peu de temps, un peu d'argent et je trouve ça assez dommage. Donc, essaye vraiment de trouver quelque chose qui te permette d'adapter à ta situation et c'est aussi à toi de réfléchir à quand tu prends un programme, par exemple, je ne sais pas, tu vois que le programme il fait 5 séances, pardon, et toi, tu sais que tu peux en caler que 3 dans ta semaine. Il n'y a peut-être pas d'intérêt à prendre le programme. Ou alors, demande au coach ou quoi que ce soit, est-ce que le programme peut s'adapter sur 3 séances ou toutes ces choses-là. Parce qu'il faut savoir que généralement, si un programme est pensé sur 5 séances, c'est compliqué de le transformer en 3 séances parce que tu vas forcément devoir négliger quelque chose. Alors que si le programme de base avait été pensé sur 3 séances, peut-être que justement, on aurait un peu mieux organisé le programme. C'est pour ça que c'est super important de trouver quelque chose qui s'adapte à toi et ou alors en tout cas d'avoir le recul pour comprendre comment l'adapter à toi. Et c'est pour ça que moi personnellement, quand je fais des programmes qui sont plus génériques, c'est-à-dire que je ne sais pas, je vais vendre un programme qui n'est pas fait pour toi en priorité, mais un petit peu plus pour tout le monde sur une chose. Par exemple, tu vois, si je fais un programme sur la détente, tu as des grands principes, mais après, je donne toujours des petits conseils, tu vois, pour adapter par rapport à toi. Si tu es un gros débutant et que tu n'as jamais fait de plio, peut-être que toi, tu vas démarrer par tel type de plio. Si tu as déjà l'habitude, tu vas peut-être devoir aller faire tel type de plio. Donc, c'est vraiment ces choses-là qu'il faut que tu regardes si c'est pris en compte pour pouvoir choisir ton programme. Donc, dans tous les cas, je te conseille de ne pas faire comme tout le monde et d'essayer de réfléchir à ta propre situation. Et pour ce qui est de la 5e et dernière erreur, ça va être de ne pas mesurer ses progrès. Celle-là, pour moi, elle est terrible parce qu'en fait, si tu te fies qu'à tes sensations, tu vas passer à côté de quelque chose à un moment ou à un autre. C'est très bien de se fier à ses sensations. Il faut même se fier aussi à ses sensations et écouter ses sensations pour savoir si peut-être on est fatigué, peut-être on ne s'améliore pas, on stagne, on progresse. Mais il faut aussi des données assez objectives parce que généralement, ce qu'on ne mesure pas, on ne le maîtrise pas. Pourquoi ? Parce que tu risques de stagner sans le remarquer. En fait, si tu ne sais pas de combien a évolué ton saut, ta détente par exemple, alors que tu avais fait un programme de détente, tu ne sais pas si ce que tu es en train de faire, ça t'est utile ou pas. Peut-être que tu es en train de travailler dans le vide parce que entre le début du mois et la fin du mois, tu n'as pas gagné un seul centimètre de détente alors que tu es censé faire un programme spécial détente. Alors que si tu as pensé à tester ta détente au début et à tester ta détente à la fin, tu sais à peu près, même si c'est assez approximatif en fonction de la méthode que tu utilises, tu sais au moins si tu as eu des progrès et quel niveau de progrès tu as eu. Parce que, pareil, si tu es en train de faire un cycle de force, et que à la fin de ton cycle, tu as gagné, je ne sais pas, plus 10 kilos sur tes barres. Et que tu fais un deuxième cycle et que là, tu gagnes plus 20 kilos. Mais que toi, tu n'as jamais noté ce que tu faisais, tu n'as jamais mis à l'écrit ce que tu faisais et que tu retiens jamais quel poids tu mets sur tes barres. Et là, tu ne pourras même pas te rendre compte que tu as mieux progressé sur le deuxième que sur le premier parce que toi, tu es juste là en train d'augmenter tes charges au fil des semaines sans jamais le noter et tu sais juste qu'entre le début et la fin tu as gagné 30 kilos mais tu sais pas si tu les as gagnés si tu as gagné 15 sur le premier cycle, 15 sur le deuxième ou 10, 20 et donc tu sais pas quel cycle a mieux marché que l'autre. Donc
même si là l'exemple avec des poids est un peu différent parce que généralement sur les poids tu te rends compte. Tu te rends compte combien tu étais à tel mois, tu te rappelles et tout. Mais moi je parle peut-être plus pour ce qui va être de la détente, etc. Il y a peut-être un cycle qui t'a fait gagner 5 cm et l'autre 3 cm. Mais si tu n'as pas calculé bah, justement à quel point tu étais au départ et à quel point tu étais à l'arrivée, bah, tu sais même pas si justement tu as gagné 8 cm, si tu en as gagné 6, si tu en as gagné 3. Et c'est assez dommage parce que tu sais pas ce que tu fais, si ce que tu fais marche vraiment. Bien sûr, tu vas le voir peut-être que tu améliores ton saut, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui m'a vraiment fait progresser. Qu'est-ce que j'ai fait là qui m'a fait progresser et que je vais pouvoir réutiliser. Si tu ne mesures pas, tu ne sais pas ce qui t'a fait progresser et tu ne peux pas le réutiliser. Donc, je trouve que c'est assez dommage de passer à côté ce type de choses-là, en fait, où tu ne sais pas ce que tu fais. Donc, pense en début de cycle à peut-être faire des tests de force, tests de vitesse, tests de saut, noter tes RPE, noter toutes tes charges, même essayer de, dès que tu fais un saut, en fait, essayer de prendre une donnée, tu vois, de récupérer une donnée pour, au fil des semaines, te rendre compte de la dynamique. Est-ce que je progresse? Est-ce que je stagne? Est-ce que, voilà, même si ça veut rien dire si tu stagnes pendant, des fois les effets, souvent sur des sauts et tout, ils arrivent un petit peu plus tard parce que tu accumules beaucoup de fatigue. Donc tu as même des fois l'impression de régresser un petit peu. Puis d'un coup, tu vas te relâcher, faire une petite semaine de deload comme on l'appelle, où tu vas aller un petit peu moins fort. Et là d'un coup, tu vas voir que ça va remonter à fond. Mais justement, c'est en notant tout ça que tu te rends compte de ok, à tel moment ça a commencé à me faire chuter, à tel moment ça a commencé à me faire remonter, donc je sais que telle période il faut que je fasse ça, etc. C'est vraiment à quoi sert de mesurer ses progrès. Donc je te conseille absolument de tenir un carnet d'entraînement et en fait, de faire la méthode de tester sans tester. Par exemple, moi ce que j'aime bien faire, c'est faire des top sets. Le principe c'est, tu te dis ok, aujourd'hui je veux trouver ma meilleure charge pour faire 5 répétitions. Ça peut être différent, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, ce que tu veux, à un certain RER aussi, c'est-à-dire un nombre de répétitions avant l'échec. Genre tu te dis aujourd'hui, je veux faire 5 répétitions, RER 3. Tu vas faire une montée en gamme jusqu'à trouver ta meilleure charge pour pouvoir faire ton 5 répétitions tout en étant à RER 3. Et en fait, au fil des semaines, tu peux refaire des top sets par-ci, par-là qui vont te dire, ok, bah pour un 5 rep RER 3, maintenant je veux passer à plus 10 kilos par exemple. Et là, tu sais que tu as eu un progrès. Et ça te permet de savoir que ce que tu fais, ça marche. Donc voilà ce que tu peux faire pour suivre tes progrès et ne pas avancer à l'aveugle. C'est hyper essentiel pour moi si en tout cas tu veux pouvoir faire quelque chose qui marche vraiment. Et si tu es encore là, c'est sûrement que tu veux du coup ne pas faire n'importe quoi cet été. Et franchement, bah, tu as bien fait de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Parce que maintenant, tu connais les 5 erreurs les plus fréquentes que je vois chaque année chez les handballeurs. Et le plus important, c'est que tu sais maintenant aussi comment les éviter. Mais entre nous, il y a savoir-faire et savoir le mettre en place réellement. Parce que tu peux savoir quoi faire, mais si tu ne sais pas comment structurer ta prépa intelligemment en fonction de ton emploi du temps, ton poste, ton niveau et tes objectifs, ben, ça va être compliqué. Et c'est justement pour ça que j'ai créé un accompagnement sur mesure pour les joueurs comme toi, pour que tu arrives à la reprise avec un physique prêt à encaisser, à performer et à te faire remarquer. Alors si tu veux qu'on travaille ensemble, ben, regarde la première vidéo en cliquant sur le premier lien dans la description. Une fois que c'est fait, si ma méthode te correspond, tu pourras répondre à quelques questions et on voit si je peux t'aider à atteindre ton meilleur niveau. Si tu as kiffé la vidéo, bah pense à t'abonner parce qu'il y en a d'autres qui arrivent très bientôt pour t'aider à atteindre ton prime sur le terrain. Sur ce, on se dit à très vite. Ciao les handballeurs.